Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être à vos côtés. Nous sommes le lundi 17 juin. Soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. Vous n'êtes pas sans savoir que la flamme olympique fera un passage à Monaco mardi après-midi. 6 sportifs se relayeront, du couple princier à Charles Leclerc en passant par Alexandra Coletti, Xiao Xingyang et Rudy Rinaldi. Vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur cet événement dans ce journal. Le centre de la jeunesse Princesse Stéphanie fête ses 10 ans. Comme chaque année, ce centre a organisé sa fête de fin de saison. La 63e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo s'achève ce mardi. Nous recevrons une productrice pour nous parler des modes de consommation et de la crise hollywoodienne après la grève des scénaristes. Vous êtes peut-être des fans de la série NCIS. Avec nous, les acteurs principaux de cette série policière américaine diffusée à l'international depuis plus de 20 ans. Et enfin, retour sur le dernier concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo de la saison. Nous ouvrons donc ce journal avec l'un des événements de la semaine. Monaco sera l'une des prestigieuses étapes du parcours de la flamme olympique, et ce pour la deuxième fois de son histoire. La dernière étant en 1968, à l'occasion des Jeux olympiques de Grenoble. À moins de 40 jours du coup d'envoi de Paris 2024, la flamme fera donc un détour par la Principauté. Nous avons appris aujourd'hui les noms des 6 relayeurs. Charles Leclerc, le pilote monégasque vainqueur chez lui cette année, suivi de la skieuse Alexandra Coletti, première femme monégasque à participer à des Jeux d'hiver. La pongiste Xiao Xingyang porte-drapeau à Tokyo. Le bobeur Rudy Rinaldi, 6e des derniers JO d'hiver. Le prince Albert II qui a participé à 5 Olympiades et la princesse Charlène, nageuse olympique en 2000. Bonsoir Émilie Rousseau, c'est donc Charles Leclerc qui portera la flamme en premier. Oui, le monégasque récent vainqueur du Grand Prix de Monaco partira ici au début du boulevard Albert Ier devant l'emblématique statue de Juan Manuel Fangio. Tout un symbole pour ce moment historique. Quel sera ensuite le parcours de la flamme olympique et comment les monégasques accueillent cet événement? C'est ce que nous avons voulu savoir avec Alexandra Marangoni et Elliot Roerig. Elle est de retour 56 ans après son dernier passage. La flamme olympique a rendez-vous avec Monaco mardi 18 juin. Après avoir sillonné la France et les territoires d'outre-mer, elle fera un crochet par la Principauté, ce qui aura forcément un impact sur la circulation et ce, dès 13h, car c'est à 14h15 exactement que le relais débutera avec Charles Leclerc qui aura l'honneur d'être le premier porteur. Le pilote monégasque remontera l'avenue du Port pour rejoindre la place d'Armes. Attention, ce jour-là, le marché de la Condamine fermera à 11h. Et il y a une famille, justement, bien connue du côté de la place d'Armes qui suivra attentivement le passage de la flamme. C'est celle du bobeur monégasque Rudy Rinaldi qui sera l'un des relayeurs. Beaucoup de fierté, beaucoup d'émotions. Voilà, je pense que ça vient saluer tout le travail, tous les sacrifices qu'il a pu faire depuis son plus jeune âge. On se rappelle notamment de la médaille de bronze qu'il a pu faire au JOJ il y a quelques années. On se rappelle aussi de la 6e place qu'il a fait avec Boris au dernier jeu. Donc voilà, moi je suis en tant que grand frère, je suis très fier et on sera tous derrière l'écran pour le supporter, pour être derrière lui. Et une fois la place d'Armes passée, la flamme olympique empruntera la rampe Major et son chemin pavé de briques rouges. Le relayeur sera encouragé par les écoliers de la Principauté qui formeront une haie d'honneur. Un clin d'œil à l'histoire se prépare d'ailleurs actuellement sur le parcours qui doit mener le relayeur jusqu'à la place du Palais Princier. Une place qui accueillait il y a encore quelques heures la 5e rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco. Et il n'y a pas eu de relève de la garde aujourd'hui sur le Rocher pour mettre en place toutes les installations nécessaires pour accueillir la flamme olympique qui sera portée ici par leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène. Forcément ici, on attend ce moment avec beaucoup d'impatience. On a hâte de l'avoir passé avec Monseigneur, voilà, et qui devrait être présent demain après-midi. Bon, nous on est aux premières loges, donc on ressent beaucoup de chance. Voilà. On se sent privilégié le fait que la flamme olympique puisse passer par Monaco, car on ne s'y attendait pas. Et que on attend beaucoup de monde. Apparemment, il est prévu du bon monde sur la place du Palais, donc on les attend avec impatience. On est fiers d'avoir un événement pareil qui passe par Monaco et surtout c'est une bonne chose pour la France et Monaco. Public et VIP pourront assister à ce grand moment historique. Tout un protocole sécurité a été mis en place. Un écran géant permettra à tous de suivre le relais de la flamme, mais aussi de découvrir un court documentaire de l'Institut audiovisuel de Monaco et des archives du Palais Princier qui fera écho au passé olympique de la Principauté.
Et le passage de la flamme olympique sera à suivre en direct dès 14h15 sur Monaco Info, avec au commentaire Christophe Pacaud. Nous reviendrons également en longueur sur cet événement dans notre édition spéciale demain soir. Et puisque l'on parle des JO, sachez qu'un documentaire basé sur la vie de Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques modernes, a été projeté ce lundi dans le cadre du Festival de télévision de Monte-Carlo. Le film s'est penché sur le personnage complexe et passionné de Pierre de Coubertin qui a ressuscité les anciens Jeux Olympiques en 1896 à Athènes. En basket, on vient de l'apprendre, Nick Calates rejoint l'AS Monaco pour les 2 prochaines saisons. Le meneur international grec de 35 ans, 1m98 en provenance du Fenerbahçe, où il a notamment remporté le titre de champion. La Coupe de Turquie atteint le Final Four d'Euroleague, fera donc partie de la Roca Team. Sport toujours, l'Ironman de Nice s'est déroulé ce dimanche. Chez les hommes, c'est le licencié à Monaco Steven Galibert qui a remporté ce triathlon après un incroyable comeback alors qu'il partait en 4e position dans la dernière épreuve de course à pied. Le triathlète de 32 ans a signé un marathon en 2h34 pour monter jusqu'à la première place. Il a donc remporté l'Ironman de Nice dans un temps de 8h40 minutes et 14 secondes. Une autre licenciée de la principauté, Nikita Paskiewicz, dans la catégorie professionnelle féminine, s'est illustrée également en terminant à la 5e place. C'est une tradition, chaque année, le Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie organise sa fête de fin de saison. L'occasion pour les enfants de s'amuser entre eux et montrer à leurs parents ce qu'ils ont appris. Reportage de Yannick Debevert et Thomas Deus. Sur son parvis, le Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie était en fête ce vendredi soir. Une célébration annuelle qui permet aux enfants et aux parents de se retrouver autour d'un bon verre de sirop. Et c'est surtout l'occasion pour les animateurs et les adhérents de montrer les progrès effectués tout au long de l'année dans les différents ateliers. On est quand même pas mal dans l'éducation, donc on souhaite apporter à travers les activités une offre importante, variée, en étant innovant, mais peut-être que notre particularité, ça va être de travailler toute l'éducation à travers une activité. Il y a tout le système, enfin toute la logique éducative qui est autour des ateliers qui pour nous importe énormément parce que ce sont les valeurs du centre. Divisées en plusieurs pôles, musique, création et sport, les activités proposées sont variées pour permettre à chaque enfant de se découvrir une passion. Je trouve que c'est bien, ça nous permet de découvrir plusieurs choses et plusieurs activités. J'aime bien la poterie, c'est sympa pour apprendre comment sculpter et découvrir qu'est-ce que c'était la poterie et les outils. Le CJPS, c'est aussi un lieu de ralliement pour des centaines d'enfants de 6 à 19 ans scolarisés dans différents établissements de la principauté et qui peuvent se retrouver autour d'une activité commune. Moi j'adore la batterie aussi puisque déjà le prof est très gentil et aussi j'adore cet instrument. Déjà j'en ai une chez moi aussi, une électrique que le prof m'a conseillée. Et j'adore jouer de la batterie, je sens que c'est en moi et voilà. Moi j'aimerais rejoindre le centre parce que Elliot m'a souvent parlé de la batterie, de l'atelier et que apparemment ils sont très gentils. Et du coup là moi j'en fais déjà depuis quelques années et du coup j'ai envie de les rejoindre pour jouer avec lui. Des enfants heureux rendent forcément des parents comblés qui ont déjà pu soumettre des dossiers de réinscription lors de cette fête de fin d'année. Depuis plus de 6 décennies, la Principauté de Monaco accueille son propre festival international de télévision. La 63e édition s'achèvera ce mardi. L'occasion pour nous de prendre la tension avec une productrice de séries télé sur l'impact notamment de la grève des acteurs et des scénaristes qui s'est achevée fin 2023 aux États-Unis. L'occasion également de voir l'évolution du mode de consommation des téléspectateurs. On retrouve Christophe Pacaud aux côtés de Vanessa Shapiro. Vanessa Shapiro, bonsoir à vous. Bonsoir. Intéressant d'avoir votre avis sur ce monde si particulier de la télévision notamment, puisque nous sommes en plein cœur du festival. Vous êtes venu d'ailleurs présenter un état des lieux de ces séries qui cartonnent dans le monde entier, mais quand même des soucis de fabrication comme on l'a vu à Los Angeles il n'y a pas longtemps. Oui, on m'a demandé de parler pendant un des panels sur le sujet de l'après-grève des acteurs et des scénaristes à Los Angeles qui s'est terminée fin 2023. Et l'état est un petit peu lent, mais ça nous a permis de passer beaucoup plus de temps au développement
Et la production depuis 2024 a repris. Alors pas autant que ce que les gens aimeraient, c'est pour ça que les saisons, par exemple des séries habituelles, ont été beaucoup plus courtes. Cette saison, hein, d'habitude vous avez 22 épisodes, cette année vous avez entre 10 et 13 dans les bons cas. Mais je pense que d'ici 2024-2025, on sera de nouveau dans un rythme normal. À la rentrée, tout va se remettre. C'est paradoxal, Vanessa, parce qu'on a l'impression que nous, souvent les téléspectateurs français, vous qui êtes basés aux États-Unis aussi à Los Angeles, oui, on a l'impression que de temps en temps, on tire un peu sur les bonnes ficelles. Vous voyez ce que je veux dire? Sur des séries, je sais pas, comme Blacklist qui en fait 14 saisons. Exactement. Après, il y a toujours des séries à grand succès qui reviennent chaque année. Et puis, vous savez, on est dans ce qu'ils appellent le pic de la télévision, enfin avant la grève, où il y a quand même plus de 600 séries courantes, hein, je ne parle pas des catalogues. Donc il y a énormément de choix pour les téléspectateurs. Et c'est vrai que en France, par exemple, vous allez en voir qu'une portion. Vous allez avoir toutes les séries françaises, vous allez avoir certaines séries européennes, américaines, australiennes, etc., asiatiques. Mais ce qui a fait un grand changement au niveau de la télévision, c'est surtout l'arrivée des plateformes, sans les nommer, hein, mais on les connaît tous, hein, de Netflix à Amazon, qui ont amené en fait des séries du monde entier sur des territoires locaux. C'est ça la grande différence, hein, depuis quelques temps. C'est ça la grande différence. On va chercher des séries coréennes comme espagnoles à fort succès. C'est ça. Et puis aussi, la grande différence aussi, c'est qu'il y a un doublage de ces séries en langue locale. Donc non seulement vous avez aujourd'hui l'opportunité de regarder des séries du monde entier, mais qui sont doublées dans les langues, en l'occurrence nous sommes en France ou à Monaco en langue française, mais je vois aussi aux États-Unis, on regarde très souvent des séries coréennes ou même espagnoles qui sont aussi doublées en français. En anglais, pardon, en l'occurrence. Donc, il permet aussi d'ouvrir le marché américain à des séries étrangères qui ne l'auraient pas été auparavant. Donc, quand le festival ici, qui a été créé il y a 63 ans, a commencé, c'était vraiment focus, on va dire, sur la télévision traditionnelle, hein, comme on connaît. La petite maison dans la prairie. Terrestre, la petite maison dans la prairie, ma sorcière bien-aimée, etc. Et aujourd'hui, effectivement, les séries, grâce aux plateformes, sont devenues des phénomènes mondiaux. On accepte un peu tout, et peut-être, je ne vais pas dire n'importe quoi, n'allez pas me faire dire ce que je ne pensais pas, mais on accepte beaucoup de choses quand même sur des séries, avec des limites d'âge aussi par moment. Est-ce qu'il y a plus de tolérance ou d'intolérance finalement par rapport au cinéma? Alors je pense que la série est beaucoup plus accessible, puisqu'elle vient à vous directement chez vous dans votre salon. Il y a un autre phénomène qui n'existait pas avant, c'est que, bon, moi, quand j'ai grandi, hein, comme beaucoup de gens, oui, malheureusement, oui, qui vont regarder ça, non, mais vous vous souvenez, regarder l'épisode de Dallas tous les mercredis soirs avec mes grands-parents, par exemple. On bougeait pas, on ne bougeait pas. On bougeait pas le mercredi soir, on regardait l'épisode de Dallas qui allait tuer JR. Ah. Et bien là, c'est différent. On le saura tout de suite, puisqu'il y a le phénomène du binge-watching, où vous pouvez regarder vos 10 épisodes à la suite, sans sortir de chez vous et sans attendre la semaine d'après. Oui, dès le jour de la première diffusion du premier épisode. C'est ça, c'est ça. Donc c'est un phénomène qui n'existait pas et l'exposition au monde entier grâce à l'Internet. Donc tout ça fait que la télévision a énormément évolué. D'ailleurs, c'est très intelligent au niveau du festival d'inclure aussi les plateformes, puisque maintenant les plateformes font partie de l'audiovisuel et de la télévision en général. Dans votre société, vous avez misé sur des feuilletons, souvent j'allais dire ce qui marche très bien, on va parler économiquement pour conclure un peu de ces séries et surtout de ce qui se passe. Vous avez misé par exemple une carte dans votre société où il y a beaucoup d'histoires de Noël par exemple, avec des petits bisous. Eh ben, exactement, et ça marche très bien. Non, mais ça c'est un bon filon par exemple, ça c'est un bon filon, on peut en faire à foison. Écoutez, c'est un phénomène exceptionnel aux États-Unis. Il y a à peu près une centaine de films de Noël par an qui sont produits aux États-Unis. C'est que ça veut dire que ça marche et qu'il y a une très forte demande au niveau de l'audience. Et on voit même en France, par exemple, que ça marche très bien puisque les chaînes hertziennes, comme TF1 par exemple, hein, pour n'en citer qu'une, dès le mois de novembre, commencent à diffuser l'après-midi les petits films. J'appelle ça les petits films de Noël. Et ça marche très bien. Et ce sont des films qui se répètent, qui ont une répétabilité qui marche tous les ans. Quelle est votre prochaine sortie finalement, qui est dans votre catalogue, les 2-3 séries ou films qu'il ne faut pas rater chez vous? Alors chez nous,
Oui, Nestlé Entertainment se spécialise dans le film de télévision que vous regardez très souvent l'après-midi. Nous avons des séries sur Netflix également. En tant que compagnie, on sort à peu près aux États-Unis 25 films par an. Oui. Donc on a une activité à ce niveau-là. On vous souhaite un bon Noël déjà en avance avec tous ces films. Oui, merci, avec grand plaisir. Merci et bon séjour ici chez nous, en Principauté de Monaco. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, au revoir. Et si le monde hollywoodien a connu une période compliquée avec la grève des acteurs et des scénaristes, eux ne se sont jamais arrêtés. Depuis plus de 20 ans, cette série est un carton international. Ils séduisent les jeunes générations comme les plus âgées. Je parlais de NCIS. Les acteurs de la célèbre série policière sont venus fêter le 1000e épisode ici à Monaco. C'était ce week-end au Grimaldi Forum dans le cadre du festival de télévision de Monte-Carlo. Reportage de Justin Adel. Le 1er juin dernier, NCIS sortait son 1000e épisode. Et pour fêter ça, la série a choisi Monaco et son festival de télévision. Après 21 saisons diffusées et 2 spin-offs, la série suscite toujours l'intérêt des fans. D'ailleurs, ils étaient nombreux lors du behind the scene, avec, pour certains, une émotion particulière. Alors on va voir les acteurs de NCIS, donc une série qui dure depuis longtemps sur M6. Et donc j'ai hâte de voir les acteurs justement qu'on suit depuis des années et les voir en vrai, je pense que ça va me faire plaisir. Il y a une émotion qui est là et de l'adrénaline un peu quand même puisque c'est assez surprenant et donc on verra bien comment ça se passe. Côté acteur, le plaisir est aussi partagé. Il y a même une forme d'impatience. Oh, emotions for me, it's very, very thankful. I mean, the whole reason that we are here and that NCIS has existed for 22 years and 1,000 episodes is because of the people that watch. Always good to get love. Always, always, always. Doesn't matter where, but it's especially nice if you're in Monte Carlo. I would say that my interactions for the last 18 years, this is my 4th trip to Monte Carlo, and every time I see some of the same smiling faces, I meet new smiling faces, and their passion for Tony and Ziva is actually what drove our being able to make the Tiva spin-off. So thank you for that. Et oui, car prochainement un nouveau spin-off qui concernera l'histoire entre Ziva et Dinozzo va voir le jour. Une nouvelle appréciée évidemment par les fans. Et pourtant, depuis plusieurs saisons, l'équipe de tournage a totalement évolué. Certains des acteurs, présents sur place, n'ont d'ailleurs même pas tourné ensemble. And I would just add to what they're saying, there's a great level of gratitude when you come into a situation where a show not only known itself, but knows their fans so well. And coming over here, seeing the people that have kept the show alive for so many years is actually something really, really incredible. Just the gratitude to continue to show up and rub shoulders with these iconic actors who have entertained the world for so many years. It's amazing. And it's a beautiful legacy to actually be a part of as well. And can you believe that, we never worked with Wilmer, and now every single time we bump into him, it's like... Une bonne humeur et une complicité qui se traduit forcément sur scène. La rencontre avec le public n'est pas de tout repos, c'est un véritable show. De quoi fêter un anniversaire dans la bonne humeur, en communion avec le public, tout en permettant à NCIS de continuer ses missions. Je ne sais pas si pour se préparer, les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo font aussi des pompes, mais sachez qu'ils ont interprété le dernier concert de la saison, hier soir, à l'Auditorium Régnier 3. Pour l'occasion, Kazuki Yamada, le directeur artistique et musical de l'orchestre, a notamment invité le violoncelliste espagnol Pablo Ferrandez pour la première partie. Reportage de Théo Schumer et Camille Caloni. Les notes du russe Tchaïkovski entre les mains d'un prodige espagnol que l'on surnomme le nouveau génie du violoncelle. Pour la première partie de ce dernier concert de l'année, Pablo Ferrandez interprète l'opus 33 des variations sur un thème rococo, un concerto dont la profondeur a beaucoup à raconter. Es una pieza maravillosa porque de alguna manera Tchaïkovski, su compositor favorito era Mozart, entonces él intenta hacer con estas variaciones algo clásico, pero tiene aún el sabor ruso romántico que es inevitable que Tchaikovsky tenga. Entonces es una pasada de tocar porque empiezas desde el tema tocando algo relativamente clásico y cada vez se va haciendo más romántico y bueno, pasa por un montón de emociones por el camino de la pieza, aunque no sea muy larga, pero es una pieza
que de alguna manera es perfecta porque tiene un abanico enorme. Une performance perçante, sublimée par un instrument d'exception, le Stradivarius Arquinto de 1689, prêté par un membre de la prestigieuse Stretton Society. No es un Stradivarius cualquiera, dentro de todos los que hay, que él hizo cerca de 60 chelos. Este yo creo que es el mejor cello que yo he probado en mi vida. La manera en que lo construyó, el tipo de madera, como dices, es un instrumento excepcional. La verdad es que lo bueno es que este cello me permite hacer todos los colores que yo quiera encontrar. Si me los imagino, el cello los tiene y los puedo encontrar. Lo malo es que, claro, una vez tienes un instrumento así, ya no tienes ninguna excusa. Si ya no suena bien, ya es mi culpa completamente. En deuxième partie, ce sont les airs de l'Autrichien Anton Bruckner qui s'invitent à leur tour. Sous l'égide du maestro Kazuki Yamada, l'orchestre interprète la symphonie numéro 5 en si bémol majeur, une pièce d'une rareté sans pareille puisqu'elle n'avait pas été jouée ici depuis presque 50 ans, de quoi la rendre encore plus savoureuse. It was performed the last time, it was 1975. It means before I was born, actually, so long time ago. But so, if I may say, this symphony is very special because it's quite difficult. Each symphony is so differently. But so the number 5 is a kind of his signature. When he wrote this symphony, he had no money. Bruckner had almost no money, and he was very upset about how to alive. It's a question, how to alive? I cannot have any dream, any hope. It's a kind of very dark things. But he wrote this symphony. It's meaningful. It's how too difficult to take the life. C'est la vie somehow. Le concert signe la fin d'une année unique pour l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, mais laisse entrevoir une nouvelle saison qui s'annonce encore plus palpitante. C'est la fin de la saison à l'Auditorium. En revanche, il ne faut pas oublier les fameux concerts estivaux au Palais Princier avec le coup d'envoi le 11 juillet et au piano Alexandre Kantorov. Le point sur vos prévisions météo avant de se quitter. Théo, qu'allez-vous nous annoncer pour mardi, jour, je le rappelle, où la flamme olympique passera à Monaco ? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Demain, on peut dire que l'été sera officiellement de retour. Il va faire beau et surtout chaud en principauté. Vous aurez un grand soleil du matin au soir et des températures dignes d'un mois de juillet. On attend 22 degrés en moyenne pour la matinée et jusqu'à 29 degrés l'après-midi. Et vous verrez que ces valeurs vont se maintenir pour ces prochains jours. À noter toutefois un petit coup de vent qui pourra s'installer demain, mais avec la chaleur, c'est peut-être pas plus mal. Le temps sera donc idéal pour profiter de la plage pour ceux qui en ont la chance, d'autant que la température de l'eau va forcément elle aussi remonter jusqu'à 23 degrés attendus. Demain, en cette belle journée, pensez à souhaiter une bonne fête aux Léonces. Merci Théo. Retour en images sur les 5e rencontres des sites historiques Grimaldi de Monaco qui se sont déroulées place du Palais ce week-end avec de nombreuses animations. Ce sont des photos de Frédéric Nébinger. Ce journal est terminé. On se retrouve demain à 19 h pour une nouvelle édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.